Bonjour, bienvenue dans le studio des experts. Pendant 1 heure, on va passer l'actualité de la semaine en revue avec des questions existentielles. Que croire et qui croire? Grève ou pas? Permis à point ou saignant? Et pour en parler, 2 journalistes experts et 2 politiques bruxellois. Alors les journalistes sont Pascal Vrébos, présentateur RTL et auteur, bienvenue. Et à ses côtés, Sarah Messaoudi, qui vient pour la première fois, bienvenue, une podcasteuse et journaliste indépendante, bienvenue. Les grèves se multiplient donc, mécontentement dans le secteur public et aussi en général, dans le non-marchand, dans les PMS, dans les services de secours. Puis, dans le privé, c'est le pouvoir d'achat qui est à la peine. L'indexation ne suffit plus. Bref, cela gronde. Et on s'en est rendu compte mardi, jour de grève générale dans les services publics. Reportage Vanessa Lullier et Paolo Cunha. Doublé pour la santé, doublé pour l'hôpital public. Les slogans sont prêts pour cette journée d'action nationale. Militants et délégués CGSP, CSC et SLFP avaient quitté leur piquet devant les administrations communales et régionales pour se rendre devant le cabinet du ministre-président Rudy Vervoort, avec comme mot d'ordre l'amélioration du pouvoir d'achat. Il y a des salaires de 1 300, 1 400 euros. On a des balayeurs qui touchent ça. Vous croyez qu'ils sont seuls à travailler pour subvenir à des familles de 5 à 6 enfants avec leur épouse à charge et ils gagnent de 1 300 à 1 400 euros. C'est insoutenable. La récente revalorisation des salaires des agents communaux ne calme pas les syndicats. Ils demandent aussi la préservation de leurs pensions et une augmentation du personnel. D'année en année, le nombre de fonctionnaires diminue. Ces fonctionnaires ne sont pas remplacés. Par contre, les besoins sociaux ne cessent d'augmenter et nous constatons malheureusement que ces besoins ne sont pas rencontrés ou mal rencontrés et que par ailleurs, les travailleurs qui restent tombent sous le burn-out, le stress, la maladie. Alors aujourd'hui, ils veulent se faire entendre. On sait qu'il ne sait pas comme ça dégager de l'argent en une fois, mais la seule chose, c'est de quand même se mettre de nouveau autour de la table et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour nous, en tout cas et pour nos affiliés et pour tous les travailleurs du secteur public. Les revendications ont été déposées au cabinet Vervoort qui relaiera le message au fédéral. Les syndicats espèrent que le feu passe du rouge au vert. Alors cette tension, Pascal Vrébos, on la sent surtout dans les services publics, mais pas que. Mais non, on peut dire qu'il y a un malaise, sans doute parce que je pense que les gens ne sont peut-être pas assez écoutés et certainement pas entendus. Et puis que la situation autour de nous est loin d'être rose. Elle est même plutôt grise avec des polycrises un peu partout, une inflation galopante et qui va perdurer. Et donc il y a une grande inquiétude, tous azimuts, ce qui provoque, à mon avis, ce genre de choses, avec aussi un gouvernement déchiré entre une certaine gauche et une certaine droite. Et donc, la guerre en plus, on oubliait celle-là, il y a eu la Covid et la guerre en plus. Et donc, malaise. Et la grande question, c'est pourquoi aujourd'hui, ce fameux dialogue semble improbable, impossible et aussi difficile. Moi, je n'ai pas la réponse. Sarah Messaoudi, de votre côté? Je pense que c'est parce que ça s'est creusé aussi, l'écart s'est creusé ces derniers mois pendant la crise. Il y avait beaucoup de revendications qui existaient déjà avant, qui étaient déjà présentes, des situations déjà très problématiques, et donc ça s'est empiré avec la crise. Les politiques ont beaucoup demandé aux citoyens de faire des efforts pendant cette crise sanitaire. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est aux politiques de faire des efforts pour les citoyens. Mais ici, on a l'impression que ça touche plus, malgré tout, le service public que le secteur privé. On a l'impression que le secteur public est un peu plus malade que le secteur privé. Mais on en va en parler avec nos invités. Ce sont 2 invités politiques. Tous les 2 sont dans la majorité régionale, mais ils ont leurs nuances, parfois très appuyées. Tous les 2 ont des origines extra-européennes, mais les points communs s'arrêtent là. L'un est chef de groupe et bourgmestre, un cumul sera bientôt de l'histoire ancienne, et l'autre est une députée qui a changé de parti. L'un vient de l'Est bruxellois et l'autre du centre, qu'ils entrent.
On accueille donc Marie Nagy, députée bruxelloise DEFI, bienvenue, et à ses côtés Ridouane Chahid, chef de groupe PS au Parlement bruxellois et bourgmestre des Verts. On va commencer peut-être par vous, Ridouane Chahid. Comment vous voyez ces grèves à répétition, notamment dans les services publics? Comment le socialiste que vous êtes voit ça? Tout d'abord, je pense effectivement que M. Verheyboss a raison. Il y a un malaise, et c'est un malaise qui n'est pas propre au service public. Je pense que c'est un malaise de manière générale au sein de la société. En Belgique, il y a une urgence sociale. Personne ne peut nier qu'il y a une urgence sociale. Il y a la crise Covid qui est passée par là. On est aujourd'hui dans le cadre d'une crise avec l'Ukraine. Il y a le fait aussi, il ne faut pas oublier que nos fonctionnaires ont été pendant 2 ans mis sous pression avec la Covid. On leur a demandé pas mal de choses. Ils ont été le bouclier d'un certain nombre de demandes. Et donc, ils ont réagi à chaque fois qu'on leur a demandé un certain nombre de choses. C'est vrai, mais le service public aujourd'hui a montré son efficacité lors de la crise sanitaire. Personne ne peut le nier. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que nous avons, il y a quelques semaines, au niveau du PS, déposé 13 mesures pour améliorer le pouvoir d'achat. Et qui ne se limite pas aux fonctionnaires, pour tous les travailleurs de Belgique. Vous êtes dans les gouvernements régionaux et fédéraux, ces mesures, c'est à côté des gouvernements, puisque les gouvernements ne prennent pas ces mesures-là. Non, c'est des mesures que l'on dépose tout simplement parce qu'on sait qu'il va y avoir des momentum importants dans les semaines à venir, que ce soit au fédéral ou à la région, puisqu'on va devoir réaliser les prochains budgets dans les semaines et mois qui viennent. Et donc, nos revendications sont déjà mises sur la table pour qu'on ne nous dise pas que nous n'avions pas été, attentifs à certaines questions. Et donc, on a déposé ces mesures. On est dans un gouvernement, comme on l'a répété, où il y a une certaine droite et il y a une certaine gauche. Donc, il va falloir trouver un équilibre entre les différents partenaires de la majorité, que ce soit au fédéral ou que ce soit à la région. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que l'urgence sociale est là et qu'il va falloir y répondre. Alors, autre voix dans la majorité, du côté de DEFI, Marie Nagy, en tout cas dans la majorité à la région, pas au fédéral. Là, vous partagez l'avis de Ridouane Chahid? Alors, je partage évidemment le constat. Je crois que tout le monde le partage parce que dans la fonction publique, surtout les plus bas salaires, on le sait, sont trop bas. Et donc, c'est problématique par rapport à la question des augmentations de prix de l'énergie, l'augmentation du coût de la vie en général. C'est quelque chose que l'on rencontre, dont les gens vous parlent. Ils ne savent pas comment ils vont arriver à pouvoir payer les 200, les 300, les 400 euros de leur nouvelle facture. Donc, François de Smet, le président de DEFI, a ce jeudi interpellé au niveau du Parlement fédéral pour rappeler que les fonctionnaires ne peuvent pas être simplement la variante d'ajustement du budget fédéral et qu'il faudrait peut-être aller très largement examiner la question des bas salaires. Et ça suppose évidemment une révision de la fiscalité, puisque aujourd'hui on est très vite taxé, même si on gagne peu et si ces salaires, on le sait, sont insuffisants. Il faut revoir effectivement les barèmes, et on l'a dit aussi dans votre reportage, du côté de la fonction publique bruxelloise, au niveau des communes, il y a une revalorisation qui est coûteuse pour la région, on le sait aussi. Donc il y a quand même une réflexion à avoir, et pour DEFI, il nous semble qu'il faut vraiment cibler les bas et les moyens bas revenus qui aujourd'hui ont des difficultés énormes à faire face à la consommation, à la vie, aux frais médicaux, d'énergie, à l'ensemble des frais qui sont rencontrés par les ménages. Prenons peut-être l'exemple dans la commune des Verts, Ridouane Chahid. Est-ce qu'il y a des situations aujourd'hui que vous trouvez anormales de personnel administratif à la commune qui devrait être valorisé et que vous n'arrivez pas à revaloriser pour l'instant? C'est-à-dire qu'effectivement, les niveaux les plus bas, comme le niveau E, parce que nous en avons encore, des niveaux D, des niveaux C, nous essayons de les soutenir comme on peut, et on a d'ailleurs commencé, par exemple, par statutariser ce type de fonction pour leur permettre d'avoir une revalorisation barymique qui ne sera jamais assez, évidemment, mais qui est un premier pas. Il est vrai qu'il faut saluer l'effort qui a été fait par le gouvernement bruxellois et par le ministre Claire Fayet en question pour la revalorisation des barèmes, qui est une petite bouffée d'air. C'est pas encore... Mais il faut aller plus loin. Mais il faut aller plus loin. Mais c'est déjà un premier pas, je pense, qui n'est pas négligeable. Et où est-ce qu'on doit aller chercher le mode de financement? Parce que là, j'entends la région, vous dites on a déjà fait des choses, et maintenant c'est au fédéral de le faire. Mais bon, si on va prendre l'argent, on ne peut pas le prendre ailleurs.
on doit déjà mettre plus d'argent pour la défense, on doit dépenser 2% en dépenses militaires. Sur quoi est-ce qu'il faut raboter, Marine Nagy? Je pense qu'on n'échappera pas, si on veut vraiment faire face aux questions qui se posent, à une révision de la fiscalité dans son ensemble. Mais pas qui va payer? Qui doit payer? Non. Je peux continuer. Oui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler simplement par... C'est un système fiscal très complexe dans lequel vous avez des tas d'exonérations, des tas de possibilités de ne pas payer. Or, on sait, le travail, les personnes qui travaillent sont taxées très vite et très fort. Et là, il y a un problème, et c'est surtout, c'est le cas de tout le monde, mais c'est surtout le cas difficile pour les bas et moyens salaires. Donc, il faudra faire un switch entre la fiscalité sur le travail et la fiscalité sur les autres revenus, les revenus du capital, les revenus liés à l'immobilier. Il y a un ensemble de revenus, les coûts de l'énergie, les prix de l'énergie. Donc, les socialistes au gouvernement fédéral ne font pas le boulot. Mais je pense que cette réforme n'est pas sur la table aujourd'hui, voilà, je dois le constater. J'espère qu'elle pourra, à un moment donné, être là. La question, par exemple, des barèmes fiscaux, où on est très vite taxé à 30-40%, mais ça veut dire que des revenus qui sont des revenus de personnel infirmier, de personnel, des petits barèmes dans la fonction publique sont très vite pénalisés et taxés. Et là, il y a un problème par rapport à ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, c'est-à-dire la capacité de faire face aux dépenses de la vie de tous les jours. Ridwan Chahid, là-dessus. Ce que Mme Nagy veut dire, et elle a raison, c'est qu'il faut une véritable réforme sur la fiscalité en Belgique aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Et effectivement, il faut pouvoir alléger les petits salaires qui, aujourd'hui, travaillent pour payer des impôts, ce qui n'est pas normal. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, on parlait de la crise sanitaire tout à l'heure. La crise sanitaire a pu démontrer qu'il y a certains secteurs en Belgique qui se sont enrichis pendant que d'autres se sont appauvris. Il faut aller chercher l'argent où il est. Et donc, il faut aller chercher auprès de ces entreprises qui se sont enrichies, comme le secteur de l'alimentation, par exemple, ou des grandes surfaces. Il faut pouvoir aller chercher cet argent et mieux le redistribuer vis-à-vis de ceux qui en ont réellement besoin. Un commentaire de conclusion de la part d'un des experts, Pascal Vreboss a l'air... Moi, j'entends ça depuis 30 ans, il faut aller chercher l'argent où il est, etc. Bon. Le PTB a une solution. Oui. Alors, bon, il y a une solution. C'est curieux que personne n'en parle, ça. Alors que des juges et des magistrats crient haro sur une criminalité financière qu'on laisse faire. Là, il y a énormément d'argent. Et là, j'ai jamais compris pourquoi on ne pouvait pas engager beaucoup de gens pour encore gagner plus d'argent et faire venir dans l'État. Les magistrats, juges, enfin on connaît le juge Claise, il en parle depuis des mois et visiblement rien ne bouge. Or, ça pourrait être rentable pour vous. Mais là au moins ce serait concret, parce qu'aller chercher l'argent où il est, on peut encore attendre longtemps. Je vais simplement dire que sous l'ancienne... c'était pas l'ancienne législature fédérale, mais celle d'encore, où John Crombie d'ailleurs était secrétaire d'État à la fraude fiscale, on avait déjà été chercher un certain nombre d'argent là où il fallait. Ça, c'est une chose. 2, je rappelle qu'il y a quelques semaines encore, Ahmed Lawesh, chef de groupe au Parlement bruxellois PS, a mis sur la table un certain nombre de mesures par rapport à la fraude fiscale et par rapport au fait, puisqu'il est lui-même issu de ce service-là, de l'engagement du personnel pour l'ISI. Après... M. Vreboss est un expert en la matière. Il sait qu'un gouvernement est un compromis, est une association de plusieurs partis politiques. Mais tout le monde est d'accord là-dessus. Vous pouvez interroger tous les politiques, ils sont d'accord, il y a unanimité. Voilà, alors on va avancer. Ça, je ne comprends pas pourquoi il n'y a rien. Mais est-ce que chez des filles, on voterait un texte dans ce sens-là? Je pense qu'il y a des interventions régulières de nos deux députés au niveau du Parlement fédéral pour faire pour questionner et pour savoir pourquoi il n'y a pas un investissement dans ce secteur-là. Il y a eu un démantèlement du service, il faut le dire aussi, il y a quelques années. Et donc aujourd'hui, effectivement, c'est comme si on avait peur, quelque part, d'aller chercher la fraude. Ou pourquoi on ne le fait pas? Je relais et je pense que du côté de Défi, en tout cas au fédéral, il y a un soutien total à cette proposition. C'est ça, mais il faut plus que le PS et Défi pour voter
ce genre de texte. Il faut que les autres parties suivent. La politique, c'est de l'arithmétique aussi. Hein, voilà. donc, on posera la question aux autres, en tout cas. Les chauffards sont toujours bien présents à Bruxelles. Raison de plus pour évoquer à nouveau le permis à points. Notre débat de Versus y était consacré, c'était mercredi soir. L'occasion d'entendre le constat assez étrange de cette avocate qui défend des drogués de la vitesse. Écoutez-la. Dans les profils de mes clients, il y en a qui sont réfractaires à l'idée de passer devant un juge et effectivement plutôt payent. D'ailleurs, je leur conseille même parfois de payer s'ils n'ont vraiment aucun argument. Est-ce que le fait de perdre leur permis vous paraît quelque chose qui serait de nature à faire changer une bonne partie du comportement de vos clients, ou bien au contraire Ça dépend des clients. Moi, je suis certaine, et je le sais, mon secret professionnel évidemment m'empêche de le divulguer aux autorités, mais c'est clair, dans mon cabinet, il y a des clients qui me disent, si je perds mon permis, je vais continuer parce que c'est mon outil de travail. Donc ça, c'est un des arguments de ceux qui sont contre le permis à points, qui disent, de toute façon, permis à points ou pas, les gens rouleront sans permis. Ridouane Chahid, dans les communes des Verts, Scarbeck, tout ça, on parle beaucoup de chauffards. Hein, il y a beaucoup de problématiques d'accidents assez graves. Est-ce que le permis à points est une solution pour vous ? Alors moi, j'ai vraiment pas d'avis sur la question, sur le permis à points. Ça fait des années qu'on en parle. Je me rappelle, j'étais encore jeune cabinetard, que ce dossier était déjà sur la table. On n'a jamais trouvé de compromis sur la question. Maintenant, on a l'avantage d'avoir une étude qui a été faite par VIAS, une étude en 2021, qui démontre l'efficacité du permis à points. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'aller un peu plus loin, de mettre sur la table une vraie proposition avec une vraie réforme. Je ne sais pas si ce sera la solution qui va résoudre les problèmes en matière de sécurité routière. Dans ma zone, par exemple, c'est un des points prioritaires que nous avons lancé avec la bourgmestre de Scarbeck et de Saint-Josse. Ça fait 1 an maintenant qu'on a lancé ce qu'on appelle les axes rouges en matière de sécurité routière pour pouvoir avoir des statistiques claires en matière de vitesse. C'est quand même assez effrayant de voir qu'il y a des gens qui vont parfois jusqu'à 85, 90 km/h devant des écoles, que c'est parfois des récidivistes. Et donc voilà, donc, en tout cas, une chose est sûre, il faut trouver une solution. Je ne sais pas si c'est le permis à points ou autre chose. Et pour vous, Marine Agi, le permis à points, c'est une bonne solution ? Défi n'est pas vraiment favorable sur ce permis à points parce que contrairement à ce que semble être dit, les expériences dans d'autres pays ne montrent pas des changements vraiment significatifs. Ils peuvent concerner les excès exagérés de vitesse, mais pas les excès, je dirais, un peu courants. Et à terme, ce n'est pas vraiment significatif. Et donc, nous préconisons plutôt de continuer à travailler sur les malus en matière d'assurance pour favoriser les bons conducteurs, de prévoir aussi peut-être des infrastructures plus adéquates. Et vous savez, la région bruxelloise promeut le 30 à l'heure. Et donc, c'est vrai qu'il faut continuer à faire des aménagements qui imposent cette vitesse, c'est-à-dire qui rendent impossible de ne pas la réaliser. Ouais. Il y a aussi des questions concernant, par exemple, un suivi plus important des jeunes conducteurs. Pourquoi ? Pas parce qu'on ait un problème avec les jeunes, mais parce qu'on se rend compte que dans les chiffres, c'est souvent dans les premières années des permis qu'il y a beaucoup de difficultés. Donc, peut-être des mesures plus ciblées que de dire la panacée du permis à points. Donc, voilà, on n'est pas demandeur de ce type de solution, mais on est demandeur, par exemple, de ne pas avoir des informations sur où sont les contrôles, où sont les radars. Donc, de limiter cette possibilité qu'ont aujourd'hui les conducteurs de dire « Ah, là, on sait qu'il y a un radar, donc on ralentit. » Donc, ça veut dire que partout ailleurs, ils peuvent foncer. Mais s'il y a des radars partout, on doit ralentir partout. Hein. Je pense que ça, c'est pas possible. Il y en a de plus en plus, quand même. L'idée, c'est de ne plus donner ces informations comme c'est le cas aujourd'hui. Sarah El Massouli. Oui, du coup, toutes ces mesures, c'est beaucoup aussi du répressif, en tout cas dans l'après. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi miser sur la formation, la sensibilisation, le fait que le permis de conduire, on l'a à vie. Est-ce qu'il ne faudrait pas, de la même manière qu'il y a des convocations au contrôle technique, avoir des convocations à des formations sur la conduite défensive, par exemple, des rappels sur l'évolution de la législation aussi. Alors, le permis de conduire, il n'est plus à vie, maintenant il est limité dans le temps. Mais c'est vrai qu'un des critères qu'il faudrait rajouter, c'est la possibilité de pouvoir repasser, effectivement, ne fût-ce
que le théorique pour se rendre compte que les règles ont parfois changé ou que pour une sorte de mise à jour. Ça, je pense que c'est assez important. Le mien, par exemple, arrive à échéance en 2024. Bon, il ne serait pas anormal que je me fasse une mise à jour en matière de théorie. Ce n'est pas vraiment extraordinaire. Après, pour la réduction de vitesse, vous savez, Schaerbeek a été la première commune en région bruxelloise à imposer la zone 30. Dans toutes les rues de Schaerbeek, donc dans sa globalité, est-ce que ça a diminué le nombre d'accidents? Non. Donc ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas parce que j'ai toujours dit que en fait, la sécurité routière, c'est pas seulement des contrôles, c'est pas seulement des flashs, c'est aussi de l'aménagement urbain, c'est aussi des contrôles physiques et pas seulement que mobilier. Et donc, si vous n'avez pas ce package et vous n'avez pas cette zone, ce qu'on appelle les zones 30 intelligentes, c'est-à-dire un certain nombre de facteurs qui se réunissent, vous n'y arriverez pas. Et donc ça, c'est évident, vous aurez toujours des gens qui sont un peu fous et qui veulent... vous savez, il y a des gens, moi je le vois soit à Schaerbeek, soit à Yves, qui ça énerve le 30. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vous dépassent et ils s'en foutent de voir qui arrive en face. Et ça crée encore plus de dégâts. C'est encore plus accidentogène parfois. Oui. Marine Nagy et puis Pascal Vrebos. C'est aussi une réflexion sur le type de voiture qu'on autorise et la manière dont les promotions de la voiture se fait, parce que on a des voitures de plus en plus lourdes et des voitures qui peuvent atteindre des vitesses qui, en réalité, sont autorisées nulle part. Et donc, cette réflexion au niveau... là, c'est plus du fédéral. Oui, mais en ville, faire du 80, vous n'avez pas besoin d'une voiture de course. Hein. Non, mais il y a des gens qui ont des voitures de course et qui, effectivement, se sentent alors très frustrés parce qu'on doit faire du 30. Et pourquoi est-ce qu'on doit faire du 30? Simplement parce que le 30 vous permet de freiner et de limiter les dégâts lorsque vous avez une distance suffisante de freinage. Et donc, moi, je suis assez d'accord aussi que sur la question de la sensibilisation, de la formation, il faut continuer, mais nous vivons dans une société qui valorise l'idée de la vitesse, de la rapidité et de la puissance. Et donc, peut-être que ça doit aller aussi dans un sens de réfléchir à ces types de promotion dans les véhicules et la publicité qui est autorisée pour les véhicules. On va valoriser la lenteur et on va donner la parole à Pascal Vrebos. C'est un problème très complexe, hein, mais moi je suis évidemment pour moi j'appelle la criminalité automobile. C'est-à-dire des excès de vitesse invraisemblables, l'alcool, téléphoner au volant tout en conduisant, etc. La drogue, le stupéfiant, etc. Donc pour moi, c'est de la criminalité. Donc là, il faut sévir. Sans doute, le permis de conduire repassé, je trouve ça excellent. Le théorique et le pratique. Par contre, les petites fautes, genre quelqu'un qui a été flashé à 35 à 3 heures du matin à Bruxelles, ça, c'est pour rendre cette personne qui était en plus une pensionnée. Vous la connaissez? Oui, c'est pour la rendre folle, quoi. Non, mais c'est ça. Je veux dire, il faut du bon sens. Et donc, le permis à points, c'est bien, à mon avis, pour les excès, parce que ça, il faut vraiment, là, je serais vraiment extrêmement sévère, parce que quand on est dans une bagnole, on n'est pas sous, on ne fait pas du 90 à l'heure dans des petites rues des communes. Par contre, faire du 35 à 3 heures du matin quand il n'y a personne, voilà. Et donc là, il faut, à mon avis, un peu de bon sens pour qu'il y ait une adhésion. Parce que s'il n'y a pas d'adhésion, ça ne marche jamais. Est-ce que les policiers de la zone Bruno ont du bon sens, Redouane Chaïd? Effectivement, il faut du bon sens, comme le dit M. Vrebos. Et je dirais que les problèmes que l'on rencontre, contrairement à ce qu'on croit, c'est pour ça qu'il faut du bon sens, c'est surtout en journée. Hein. C'est pas vraiment, en tout cas dans ma commune, c'est plus en journée qu'on rencontre ce type de problème. Les chauffeurs, c'est en journée. Donc pas le 30 la nuit. Oui. Oui. Et aux abords des écoles. Donc c'est pour ça que nos axes rouges sont principalement des écoles. En plus, moi, je suis bourgmestre d'une commune où il y a beaucoup de rangs à vélo, et donc où il y a des parents qui conduisent leurs enfants à l'école en vélo. Et donc pour nous, c'est vraiment important la limitation de vitesse et le respect du code de la route. Donc, On va passer à présent à nos têtes d'affiche. Je vous propose une galerie de portraits de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. Alors vous en choisissez un ou une, celui qui vous inspire, celle qui vous inspire, en bien ou en mal. Et on va commencer par vous, Marine Nagy. Je vous propose tout d'abord Hervé Doyen, l'ex-bourgmestre de Jette, inculpé 15 ans après les faits. André Guélène, juste et résistante ixelloise décédée, centenaire. Frédéric Leclerc-Imhoff, journaliste à BFM tué par une frappe russe en Ukraine. Ou encore Thibaut Courtois, héros madrilène de la finale de la Champions League au Stade de France. Qui choisissez-vous? Hervé, André, Frédéric ou Thibaut?
Écoutez, c'est difficile. Il y a deux personnalités que j'aurais choisies. Mais André Guelen, parce que je pense que son combat est le combat que Frédéric, le journaliste de BMF, Frédéric Leclerc continue. Et donc il y a une continuité pour moi dans ces deux figures. De lutte pour la liberté contre le totalitarisme et pour des valeurs quand même qui sont fortes. Mais je lui rends hommage parce que je pense qu'on lui doit beaucoup. Ces obsèques auront lieu mercredi. Vous vouliez dire un mot, Ridouane Chahid, sur André Guelen? Justement, c'était mon coup de cœur. Mais oui, mais ici, ce n'est pas les coups de cœur, c'est les têtes d'affiche d'abord. Parce que pour moi, c'est vraiment une héroïne, quoi. Et je pense que on devrait... Vous la connaissiez? Je l'ai connue, c'est grâce à Caroline Désir qui m'a un peu fait retracer son parcours il y a quelques années. Pour moi, ce genre de personnage devrait figurer dans les programmes scolaires. Pour moi, il faut qu'on puisse expliquer à nos enfants ce que certaines personnes ont vécu, ce qu'elles ont fait pour nos libertés, comment elles nous ont défendus, comment elles ont protégé des gamins face à ce crime invraisemblable. Et donc, oui, pour moi, lui rendre hommage, et je pense que la région bruxelloise devrait lui rendre hommage, et d'une autre manière que d'un tunnel si possible. Mais vraiment... C'est déjà pris. Je pense vraiment que ce type de parcours doit être expliqué à nos enfants. Je pense que ça doit faire partie de la philosophie de l'identité bruxelloise. Je vous propose 4 autres personnes, Ridouane Chahid. Gustave de Waal, jeune acteur bruxellois dans Close, qui était primé à Cannes. Caroline Poels, actrice de la VUB, distinguée d'un Zineke de bronze. Amaury Paquet, vainqueur pour la 2e fois d'affilée aux 20 km, ou Carole Gerhardt, le futur entraîneur de l'Union à la place de Felice Mazzu. Qui choisissez-vous, Gustave, Caroline, Amaury ou Carole? Gustave. Oui, donc. Je pense, pour mettre à l'honneur le cinéma belge. Oui. 3 films belges, 3 distinctions. On peut être fier de nos artistes, et donc, qui montrent encore une fois, parce que c'était assez comique, le festival qui est présidé par Virginie Efira, qui est une Belge. Bruxelloise. On a des artistes belges qui brillent en France, et puis on a ce jeune talent qui a un grand avenir devant lui. Il ne manquait plus qu'un bourgmestre chef de groupe à Cannes. Tiens, à propos, j'en ai parlé au tout début, le cumul. Qu'est-ce que vous allez choisir, vous, aux prochaines élections? Ça, vous le verrez en 2024. Oh non, quel suspense insoutenable. On dirait une série sur Netflix. Mais moi, je dois dire que... Elle a déjà choisi. Par rapport aux figures, je voulais aussi mettre en évidence Caroline Poels, parce que c'est aussi une bruxelloise qui représente bien cette ville. C'est quelqu'un qui est dans l'université, qui a ouvert son université, qui a eu des discussions avec l'ULB pour faire justement quelque chose de plus large et qui représente bien Bruxelles. Et puis c'est une femme qui se bat courageusement contre une maladie qui nous guette tous. Et donc je lui souhaite vraiment beaucoup de courage et j'espère qu'elle sera également mise en évidence dans la région bruxelloise, de ces personnalités qui sont à la fois des gens hors du commun et qui en même temps sont si proches de nous et font des choses tellement fortes pour Bruxelles. Je vous propose à tous les deux 5 informations de la semaine, laquelle vous a plu, ravi, énervé, pourquoi? Tout d'abord, la Joconde qui était entartée le week-end dernier au Louvre. Bientôt un 8 mai, jour férié, à Bruxelles seulement. Les taxis de rue et les taxis de station, plan taxi voté au Parlement. Le jubilé de platine d'Elisabeth II. Ou enfin, les cabinets pléthoriques au gouvernement Vervoort. Alors, Marina J., vous choisissez quelque chose. La Joconde, le 8 mai, les taxis, Elisabeth II ou les cabinets pléthoriques? C'est compliqué. Moi, je vais dire peut-être, pour être dans le festif et dans la projection, le 8 mai. Parce que je pense que la région bruxelloise mérite d'être fêtée avec un jour de congé et que ça permet aussi de se rappeler à ce que c'est le 8 mai. C'est la libération, c'est la fin de la Deuxième Guerre. C'est quelque chose qui relie cette capitale européenne avec notre avenir, donc ce que nous voudrions être et les valeurs qui pourront se projeter. Et c'est une fête en plus pour vous ou une fête à la place d'un autre jour?
Écoutez, comme je vois les choses, ça devrait être une fête en plus. On a le 27, le 27 septembre, on a le 11, mais ça peut être une fête à Bruxelles. Voilà, Le mois de mai, il ne faut pas partout le mois de mai. Ridwan Chahid, parce que c'est au départ un peu votre idée. Hein, et avec celle de Guy Van Engel, effectivement. Oui. Et donc, l'idée, c'est on a déjà la fête de l'Iris, mais qui n'est pas en soi une véritable fête instituée. Non. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette date-là pour instituer et faire d'une pierre deux coups avec la fête de l'Iris. Voilà. Alors moi, j'ai choisi plutôt le plan taxi. Oui. Donc le plan taxi, qui est un plan qu'on attendait depuis un certain nombre d'années. 7 ans, je pense. Oui, 7 ans. Qui est en train, je dirais, d'accoucher, puisqu'il est censé être voté hier au Parlement bruxellois. Et donc voilà, donc je pense que c'est enfin une bonne chose. J'espère que ça va ramener de la sérénité dans le secteur. Dans les taxis. Et dans les véhicules. Dans les chauffeurs, oui, auprès des chauffeurs. Et qu'on va pouvoir enfin repartir sur des, je dirais, bonnes bases. Très bien. Je quand même un petit mot sur les cabinets pléthoriques. Je sais que vous êtes tous les deux dans la majorité, donc vous allez me dire c'est tout à fait normal et qu'il faut être nombreux dans les cabinets pour que ça fonctionne bien, mais on ne sait jamais, rien à dire. Marine Nagy, chose à dire moi je pense que, que ce n'est pas normal. Voilà. C'est problématique. Ça fait, et je le dis, des filles dans le gouvernement, il n'y a pas de souci, mais c'est une réflexion plus globale sur l'administration publique à Bruxelles, sur son rôle et le rôle des personnes qui entourent les ministres. Et voilà, il y a une espèce... Quand on compare les chiffres fédéraux et les chiffres bruxellois, il y a un déséquilibre. C'est peut-être parce que le gouvernement fédéral fonctionne moins bien que le gouvernement bruxellois. Chacun son avis, mais plus sérieusement, je pense qu'il faut un peu se pencher sur cette question sans pointer du doigt les uns ou les autres. C'est une question de bonne gouvernance et d'efficacité. Et donc, moi, je pense que ça m'énerve effectivement, mais ça mérite. Et chacun va dire, oui, mais vous, mais oui, tous les partis. Donc, tous partis confondus, vous trouvez. Doivent mener cette réflexion. Est-ce qu'il y a moyen, Ridwan Chahid, là-dessus, est-ce qu'il y a moyen de mieux s'appuyer sur l'administration et donc d'avoir besoin de moins de gens dans les cabinets? Est-ce que c'est possible? Oui. Il faut aussi reconnaître alors que nous avons une administration qu'il faut renforcer. Une administration publique qui doit être beaucoup plus efficace et qui doit être... Efficace sur certains points, elle ne l'est pas, oui. Il faut pouvoir être honnête et regarder les choses en face. Vous avez choisi qui? L'administration. On ne choisit pas l'administration. Il y a des examens, monsieur. Donc les examens étaient mauvais. On ne choisit pas les examens. Où c'est par exemple déficient? Quand vous dites là où il faudrait renforcer, par exemple, je pense que Bruxelles Mobilité a besoin de renfort, elle a besoin d'être beaucoup plus appuyée. Vous savez, quand moi j'étais vice-président de la STIP, on remarquait assez fort que le service d'études de la STIP était beaucoup plus performant que le service d'études de Bruxelles Mobilité. Ce qui ne va pas, ce qui n'est pas normal, c'est l'administration qui doit pouvoir avoir un service d'études beaucoup plus important. Et donc, je pense que si on travaille sur une logique qui est la même que celle de la Flandre, par exemple, où ils ont renforcé en masse leur administration et diminué de manière significative le nombre de personnel dans les cabinets, oui, alors faisons-le. Mais il faut bien se rendre compte, alors du coup, que ce qui passe d'un côté va aller de l'autre. Donc, je veux dire, en termes de nombre. Ça fera plaisir aux gens, aux grévistes du service public, hein, parce qu'on renforcera le service public. Peut-être, oui. Passons à une double question. Que croire et qui croire? Où doit se situer la liberté d'exercer une religion et un culte par rapport aux autres droits dont on bénéficie? Le débat sur la neutralité dans les services publics en est un exemple, mais il y a eu aussi un autre débat cette semaine, notamment le débat sur l'étourdissement avant l'abattage. C'est encore plus prégnant, cette problématique de liberté, entre d'un côté liberté du culte et bien-être animal de l'autre. Alors une voie de consensus semblait peut-être se dessiner suite à une proposition faite par Emmanuel Debock jeudi. C'était dans Plus d'actu face à Fabrice Grosfilet. Je suis dans un processus parlementaire où il n'y a ni majorité ni opposition. Et donc j'ai entendu en fait toutes les remarques des uns et des autres. Et je crois qu'il faut trouver du consensus. Et je souhaite en tout cas que l'ensemble des groupes, l'ensemble des députés, en âme et conscience, puissent se proposer sur l'ensemble des amendements qui seront rédigés. Je crois que c'est ça le meilleur système et la meilleure manière d'arriver à un accord. On pourrait donc avoir une exception pour les bovins, pas pour les moutons ? Pour les moutons, on a vu effectivement que c'est une technique qui est au point, l'électronarcose, et donc je trouve que ça vaut la peine effectivement d'entendre le culte par rapport à ça. On a vu que le culte juif a dit « nous ne nous sommes jamais prononcés par rapport à cela ». Ça serait l'occasion d'avoir effectivement un avis clair, net, précis. Donc l'électronarcose, c'est l'étourdissement.
Exactement. Étourdissement. Et on parle pas réversible. Et voilà, on parle d'un étourdissement réversible. Voilà, réversible. Alors, est-ce que cet étourdissement réversible est une piste de consensus, Ridwan Chahid? Moi, je crois que nous ne sommes pas là pour commencer à décider à la place des cultes. On a, à un moment donné, décidé de faire des auditions. On a fait ces auditions. Elles ont été sérieuses, elles ont pris du temps. Chacun a pu s'exprimer. Des questions ont été posées, ont été répondues et nous avons reçu des réponses claires, tant de la part des cultes, juifs, musulmans, que de la part des scientifiques, que de la part des vétérinaires, que de la part des juristes, que de la part de Gaïa. Donc on a eu ce débat-là, on a eu ces auditions, tout le monde était assez clair. Voilà, après, j'entends ce genre d'amendement qui est déposé. Pour nous, ça ne change pas forcément. Ça ne changera pas la position du PS de dire non. Quand, et on en a parlé pour ne rien vous cacher ce midi entre partenaires de majorité, mais quand le groupe Défi vient avec la question d'un amendement qui dirait que l'ordonnance rentrerait en vigueur en 2028. On sait qu'en 2028, la question même du site de l'abattoir va être remise en question. Quelle est l'utilité de prendre une ordonnance qui va rentrer en vigueur au moment où l'abattoir n'existera peut-être plus? Quelle est l'utilité? Ça, c'est une chose. La deuxième chose, on veut essayer de trouver des amendements ou des aménagements pour essayer de ramener des députés qui, aujourd'hui, ont une position contre le texte, parce qu'on sent peut-être que la proposition ne va pas aboutir. C'est une question délicate. Nous l'avons dit depuis le début. Mais ce n'est pas un jeu démocratique, ça, d'essayer de trouver un accord plus large? Oui, c'est un jeu démocratique, mais je ne suis pas sûr que c'est un jeu qui aboutira, puisque ici, on n'est pas dans un jeu, et Emmanuel Debock l'a dit, on n'est pas dans un circuit opposition contre majorité, on est vraiment dans une liberté individuelle pour chaque parlementaire de choisir son vote en fonction des différentes auditions qui ont eu lieu. Et je le dis depuis le début, toutes ces questions-là, c'est des questions très fragiles. C'est des questions qui sont liées à des questions identitaires. Et donc, quand vous touchez à ces questions-là, il faut toujours savoir comment on va atterrir, puisque l'après-atterrissage peut parfois être plus dangereux que l'avant-atterrissage. Marie Nagy, là-dessus, sans peut-être revenir précisément sur l'amendement, mais sur cette notion de les libertés. Quel est l'équilibre des libertés? Qu'est-ce qui vaut plus? Est-ce qu'une liberté vaut plus qu'une autre ou moins? Alors, je voudrais d'abord rappeler que la proposition d'ordonnance dont on discute a été déposée par Défi, par Groen, les écologistes flamands, et par le VLD, et que par ailleurs, c'est une proposition qui rejoint des législations qui existent en Wallonie et en Flandre, qui, en Wallonie, en tous les cas, ont été votées par d'autres partenaires de la majorité, le PS et Écolo, pour ne pas les citer. Alors, ça, c'est un peu le cadre de la proposition. Les auditions, comme M. Chahid l'a indiqué, se sont vraiment passées, je pense, d'une manière assez, profonde. Donc, c'était du travail parlementaire, vraiment d'entendre les différentes représentants de tous les secteurs. Moi, je retiens quand même de ces auditions, que la question de la liberté de culte est bien sur la table, mais qu'il y a la question aussi du bien-être animal, qui est une question qui est fondamentale et qui évolue de plus en plus dans notre approche au vivant, que les différentes décisions des cours européennes disent que les propositions de proposer l'étourdissement avant l'abattage sont une liberté limite proportionnellement justement ça n'entrave pas la liberté ça n'entrave pas la liberté de culte. Donc il y a une question qui est tranchée au niveau juridique par les instances européennes, et puis la question qui va se poser, c'est moi je l'ai entendu très fort, c'était notamment de la part du consistoire juif, mais je pense que du côté des représentants de l'exécutif c'est quelque chose qui pourrait également faire valoir, c'est qu'ils ont dit est-ce qu'on ne pourrait pas vraiment discuter des différentes propositions, parce que certaines, par exemple la question de l'électrochoc ou de la l'étourdissement réversible, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas étudié, qu'ils n'ont pas envisagé. Donc l'idée c'était de dire est-ce qu'on ne peut pas entendre ce que les représentants du culte nous ont dit pour dire est-ce qu'il y a moyen de trouver
un point qui pourrait satisfaire à cette question vous avez entendu qui est posée. La réponse de Ridouane Chahid, c'est non. Mais ça, Donc, c'est la réponse de oui, Ridouane Chahid, donc je l'entends bien, mais je dis, il y a aussi la société bruxelloise qui est venue, qui s'est exprimée, qui a également, et je trouve que c'est important de le dire, qui a également exprimé que évidemment, il y a une liberté fondamentale qui est essentielle, et de l'autre côté, il y a une sensibilité assez forte, et de plus en plus forte, à cette question du bien-être animal. On a vu aussi qu'il y avait des choses qui devaient être améliorées dans le fonctionnement des abattoirs, dans la manière dont la certification était réalisée, etc. Donc je trouve que un vrai travail parlementaire... Vous, le bien-être animal doit être au-dessus de la liberté du culte. J'essaie juste d'essayer de voir clair. J'ai compris que du côté de M. Chahid, ce n'était pas le cas, mais de votre... Excusez-moi, ce n'est pas ça qui est dit. Il est dit, il y a une question... il y a des modalités d'application de l'abattage avec étourdissement qui n'entravent pas de manière disproportionnée l'exercice du culte. Parce que personne ne va vous dire, évidemment, la laïcité de l'État, c'est de permettre la liberté de culte. Donc on ne va pas aller à l'encontre de ça. Dire que la liberté de culte est plus élevée que le bien-être animal, c'est faux. Alors, la communauté juive qui était représentée par le grand rabbin de Bruxelles, le grand rabbin d'Anvers et un rabbin de Paris, est monté à la tribune en expliquant que dans la Torah, il est écrit 600 fois le bien-être animal dans la Torah. 600 fois. Il ne suffit pas de l'écrire quand même. Hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que venir opposer aujourd'hui le bien-être animal à la liberté de culte, c'est un faux débat. Mais donc ici, il n'y a pas de problème de bien-être animal quand on abat. Donc c'est ça que ça veut dire. La question qui se pose aujourd'hui est que certains sur laquelle ne sont pas... Par exemple, la communauté juive ne s'est pas prononcée sur ce qu'on appelle le post-cutting. Le post-cutting, c'est l'étourdissement après. Voilà. Ça, il n'y a pas de position sur cette question-là. Après, encore une fois, s'il y avait des positions de parti, ça se serait. Nous, on a eu un débat entre nous. On s'est arrêté. Dans d'autres formations politiques, c'est beaucoup plus délicat. Ils ont voulu laisser la liberté de vote à chaque député parce que justement, ils ne veulent pas en faire une position de parti, mais ce sont des positions individuelles. Vous l'avez très bien dit au début, c'est une position individuelle. Or, le groupe PS a décidé, avant les auditions, de dire non. Mais parce que nous avions déjà, d'abord, une grande réflexion là, sur cette question. Et deux, nous avons personnellement, la personne qui est en face de vous, a mené des négociations avec le chef de groupe des filles pendant de longues semaines pour expliquer que pour nous, la question du bien-être animal devait être dans un code du bien-être animal puisqu'elle ne s'arrête pas à la question de l'abattage. Hein. Le bien-être animal, il commence au moment de la naissance, du transport. Quand est-ce qu'on verra ce code ? Parce que c'est vrai que cette notion-là, Marine Agy, le code du bien-être animal, on le voit quand ? Bernard Clairfailly s'est exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet, donc il travaille sur le code du bien-être animal. Il se fait aussi, M. Chahid le sait mieux que moi, que dans les discussions du gouvernement, on a indiqué que la question de l'étourdissement ne pouvait pas rentrer dans le cadre de ce code. Et donc, c'est pour cela que finalement, la question était abordée au Parlement. La question de la souffrance animale, d'ailleurs, personne ne la met en doute. Elle est là, elle est réelle. Donc, voilà, on essaye de trouver quelque chose qui, comme en Flandre et en Wallonie, peut faire sens politiquement à Bruxelles. Apparemment, on n'y est pas. Pascal Vrébos et après Sarah Messé. Bon, alors, j'aimerais prendre un peu de hauteur. D'abord, la question que moi je me pose, les textes fondamentaux des religions juives et musulmanes, est-ce qu'elles empêchent vraiment que l'animal soit étourdi avant d'être saigné ? Est-ce que l'animal doit être conscient ou vivant ? Alors là, c'est des explications de texte, et donc ça, c'est la question fondamentale. Et puis, est-ce que vous pensez vraiment que Dieu, là où il est, où il n'est pas, se préoccupe vraiment de cette interprétation de texte ? Alors, deuxième point. De toute façon, on n'aura pas les réponses. On n'aura pas les réponses. Deuxième point, il y a quand même une hypocrisie dont on n'a pas encore parlé ici, c'est que c'est quand même un choix électoraliste et communautaire, puisque deux partis, PS et Écolo, ont voté pour l'étourdissement en Wallonie et visiblement contre à Bruxelles. Donc là, ça pose quand même question. Pourquoi est-ce que dans un même parti, il y a deux options complètement différentes ?
Et puis enfin, la troisième. Je peux vous poser une question là-dessus. Vous dites que c'est électoraliste de la part du PS et des colos. Mais puisque c'est électoraliste, puisque c'est deux décisions différentes. Je pourrais renvoyer l'argument en disant que c'est électoraliste de la part de Défi de déposer un texte qui ne figure pas dans l'accord de gouvernement. Non, je ne me prononce pas là-dessus. Moi, je me soit électoraliste d'un côté, soit électoraliste de l'autre. Je me prononce sur le vote et sur la manière d'aborder la problématique. C'est ça qui frappe le citoyen lambda. C'est que deux partis votent blanc et noir dans deux régions. C'est tout ce que je veux dire. Parce que donc on considère qu'on a créé des régions et qu'en fonction de la région, on ne vote pas en fonction des besoins des citoyens. Je vous laisse répondre à ce que vous voulez. Je constate, moi. C'est ça qu'on dit. Et alors, enfin, la troisième chose, peut-être la plus importante, c'est que le bien-être animal, la protection du vivant, il y a un travail colossal au-delà du rituel d'abattage. Et ça, c'est capital parce qu'il y a ce qu'on trouve dans l'industrie de la viande et de l'abattement. Ça, c'est vraiment l'horreur. Il ne faut jamais oublier ça. Il y a le transport aussi. C'est pour ça, M. Vrébos, que nous disons depuis le début, depuis le mois de septembre, que ce que nous voulons, c'est un code du bien-être animal qui traite de la globalité du bien-être animal. C'est-à-dire à partir du moment où il naît jusqu'au moment où il est abattu. Et le transport et l'étiquetage. Et l'étiquetage, parce que demain, ce texte passe et il n'y a plus d'abattage rituel à Bruxelles. Donc il n'y en aura plus en Bruxelles, il n'y en aura plus en Wallonie. Après 2028. OK. Et donc après 2028. Donc on ira chercher où cette viande? En France, en Pologne, en Allemagne. Mais on est sûr des conditions d'abattage dans ces mais aujourd'hui, on n'est pas plus sûr. Les socialistes wallons ont tout faux, alors. Oui. Les socialistes wallons, ils réagissent en fonction de la situation wallonne. Les socialistes bruxellois aussi. Nous avons décidé que la région bruxelloise serait dans sa globalité en zone 30. La Wallonie n'a pas décidé que la Wallonie serait en zone 30. Puis c'est pas religieux. Et il y a encore d'autres questions comme ça sur le bien-être animal où nous avons pris des décisions. Par exemple, le gavage des oies. Ou en Wallonie, par exemple, ils n'ont pas pris cette mesure-là. Mais il y a pas un texte sacré. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris de décision sur le gavage des oies en Wallonie? Pourquoi? Parce qu'ils en produisent. Voilà, j'ai répondu. Sarah El Massoud. C'est dans la continuité aussi, c'est effectivement, puisqu'on doit mettre en balance les droits et les libertés, qu'est-ce qui justifie, si on défend le bien-être animal, qu'effectivement on s'attarde uniquement sur l'abattage rituel et pas sur d'autres aspects, l'élevage en batterie, l'abattage à la chaîne, qui est étourdissement ou pas, parce que c'est de toute façon, ça questionne aussi le bien-être des animaux. Qu'est-ce qui fait qu'on s'attarde uniquement sur l'abattage rituel? Comment est-ce qu'on le justifie? Et puis effectivement, qu'est-ce qu'on dit à tous ces citoyens? Parce qu'on parle de vote électoraliste, mais du coup, ça représente quand même toute une partie de la population bruxelloise, une partie significative, effectivement, de confession musulmane ou juive, qui du coup, effectivement, comment va-t-elle se procurer de la viande? À l'étranger, comme Redouane Chahid le propose. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire aussi pour son portefeuille et pour la qualité? Non, mais on demande quel type de réponse. Mais justement, Marie Nagy, est-ce que vous trouvez qu'il faut interdire les viandes qui viennent de l'étranger? Ou alors on ne veut plus manger la viande. Moi, je pense que hier, mercredi, la semaine passée, nous avons eu quand même des explications assez intéressantes de l'expert flamand qui a négocié entre le Parlement et le gouvernement flamand et les représentants du culte, qui montrent bien qu'il y a quand même des problématiques assez où on pourrait, avec un peu de temps, converger vers des choses qui pourraient être... On était trop vite, finalement, c'est ça que vous dites? Mais je pense qu'il faut le temps au temps, si vous voulez. Et donc, mais je voudrais me mettre en faux, surtout sur l'idée que le bien-être animal n'est pas compris par Défi, Groen et le VLD d'une manière globale. Les 3 parlementaires qui ont déposé ce texte sont des parlementaires assez actifs en la matière, sur tous les fronts. La question de comment on va chercher des animaux de compagnie, la question sur les dolphinariums qui n'existent pas à Bruxelles, mais enfin bon. Parce que très courageusement, on a interdit les delphinariums à Bruxelles. La question du bien-être animal, elle est traitée à tous les niveaux. Il n'y a pas d'élevage industriel à Bruxelles parce que c'est une ville, mais toutes les questions qui portent sur le bien-être animal, d'une part, sont traitées au Parlement par des questions assez pointues au ministre, et le ministre prépare ce code du bien-être animal. Donc ici, pourquoi est-ce que cette question a été sortie? Parce qu'il n'y avait pas d'accord au gouvernement sur cette question-là, et qu'on se disait, je pense que c'est raisonnable de se dire que une discussion parlementaire avec des auditions permettait en tous les cas d'ouvrir la voie à une réflexion sur la question. Et j'espère que ça pourra se réaliser. En tous les cas, je pense que ce n'est
pas contre une catégorie ou autre Voilà, de la population. le point a été fait. Merci Marie Nagy. Mais je propose de passer à notre dernier sujet, parce que plusieurs éléments cette semaine ont mis en lumière le questionnement sur la parole des victimes. Doit-on d'office les croire ou seulement les écouter? Il y a eu Johnny Depp qui a gagné son procès en diffamation. Il n'a pas été un mari violent, d'après le tribunal. Mercredi soir, 300 personnes venaient soutenir la parole de l'échevine Hadioui à Schaerbeek. Et en même temps, sont publiées les conclusions de l'étude sur Balance ton bar à Ixelles, où on dénonce un grand manque de confiance du public envers l'ORECA, mais envers la police aussi. Alors, est-ce que ces éléments-là, Marie Nagy, est-ce que sur la parole des femmes, notamment victimes, est-ce qu'il faut séparer celles qui diraient la vérité de celles qui ne la disent pas? Comment est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut reconnaître que pendant très longtemps, la parole des femmes n'a pas pu s'exprimer sur la violence et le harcèlement dont elles étaient victimes. Et qu'aujourd'hui, et je pense que c'est une évolution totalement positive, cette parole petit à petit s'exprime, se fait écouter, se fait entendre. Donc je trouve que c'est une évolution sociétale importante et qu'il faut accueillir, respecter cette parole. Reste maintenant que nous vivons dans un état de droit et que quand la personne en face indique qu'il conteste les faits, qu'il y a la décision d'aller au tribunal, nous ne pouvons pas de l'extérieur décider que la présomption d'innocence n'existe plus. Donc en clair, il ne faut pas suspendre l'échevin de Alors je vais vous dire, le collège de Schaerbeek s'est réuni avec ses différentes composantes et a décidé de ne pas suspendre. Donc, écolo et défi ont décidé de ne pas suspendre. Moi, je n'ai pas l'information sur le cas précis. Je prends acte de cette décision qui a été faite au niveau du collège et je me dis soutien à l'échevine qui dit qu'elle a subi des faits que je trouve totalement inacceptable, mais je dois aussi dire nous sommes dans un état de droit et dans l'état de droit, l'autre personne a droit à la défense. On invente un nouveau en même temps. Ridouane Chahik, vous, si ça s'était passé chez vous, dans votre collège, comment est-ce que vous auriez fait? Mais je ne vais pas me prononcer là-dessus parce que ça va directement faire un parallèle et ça je ne veux pas, c'est un cas individuel et je ne vais pas me prononcer. Je vais me prononcer de manière générale. Oui. De manière générale, il ne faut pas museler la parole de qui que ce soit. Il faut pouvoir soutenir. Et comme l'a dit Marie, effectivement, les femmes, pendant de nombreuses années, n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer par peur de se faire virer, par peur d'être exclues, par peur d'être isolées. Et ça ne peut pas continuer. Elles ont le droit de s'exprimer et après, on est dans un état de droit. Il y a la justice qui est là pour faire son travail et on ne peut pas laisser... Tant que la justice n'est pas passée, on ne fait rien. C'est ça que vous dites. Non, parce que Cécile Jodonne, avec qui j'ai encore parlé hier, va prendre des mesures pour permettre à celles et ceux qui sembleraient avoir été victimes par des faits de pouvoir être écoutés. Et je pense qu'elle fait bien ça. Il faut la laisser faire. Parce que je termine. Oui, il n'est pas suspendu. Donc, moi, je ne comprends pas. Soit on suspend, soit on ne suspend pas. Ça, c'est vous poser la question à son parti. Il vous répondra. Je ne pense pas que c'est à nous à répondre à ce genre de questions. Mais je crois surtout. Mais non, mais qu'est-ce que vous feriez si c'était chez vous? Il faut laisser. Moi, personnellement, si ça m'arriverait, je me mettrais en congé. Si ça m'arriverait à moi, personnellement, je me mettrais en congé. Si vous étiez mis en cause, c'est ça. Donc voilà. Si ça m'arriverait à moi, moi, je ne suis pas président de parti. Donc mon président de parti décidera, mais je crois que il faut pouvoir lancer aussi un signal vis-à-vis de certains hommes et leur dire que les femmes sont des êtres à part entière, que ce ne sont pas des... Non mais attention, mais je crois que c'est de ça qu'on parle. Vous croyez qu'il y en a certains qui ignorent ça? Oui, il y en a qui ignorent ça, monsieur Deleuil. Bon, oui. Vous savez, ma femme m'a traîné, on a été voir la pièce de monsieur Vreboss, vous n'étiez pas obligé. Le viol d'une petite cerise noire. Oui. J'ai été voir cette pièce. Eh bien, moi, je voudrais que tout le monde aille voir cette pièce, pour que tout le monde se rende compte de quoi on parle et de quoi certains hommes sont capables encore aujourd'hui. Et je crois que pour vous, c'est une évidence, hein, mais pour tout le monde, ça n'est pas une évidence, monsieur Deleuil. Sarah El Massoudi. Oui, mais parce que du coup, on dit que la parole des femmes se libère. Alors ça, c'est vrai, mais qu'elle est écoutée aussi. Et ça, je pense que c'est pas tant le cas. Ici, on voit bien que du coup, l'échevine ne peut plus assister à des réunions aussi importantes que le collège ou parce qu'elle ne se sent pas en sécurité. Et donc, il y a une question là. C'est pas de qui croire ou ne pas croire. Le collège, c'est un lieu où il y a un certain ordre. Et donc, je n'imagine pas qu'au collège... Enfin, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais...
il y a une procédure à l'intérieur des défis également, où l'échevin en question va être entendu et il y aura un suivi qui sera donné. Mais là où mais qui ne permet pas à l'échevine de se sentir en sécurité. Oui, mais ça doit être le rôle de la commune quand même. Le problème, c'est que il y a deux paroles. Il y a une parole qui est celle de l'échevine et il faut la respecter et l'accueillir. Mais du coup, ici, elle est doublement perdante. Mais elle n'est pas doublement perdante, elle n'est pas en danger quand elle est au collège, excusez-moi. Si elle ne se sent pas en sécurité, c'est ça la parole des victimes aussi. Et c'est ça aussi le vécu. Quel message ça envoie à la population et aux autres femmes qui seraient victimes alors, vous suspendrez le c'est pas de suspendre, mais c'est de réfléchir à des aménagements, parce que mais là, c'est elle ça qui a est été doublement... fait, excusez-moi. Elle n'a pas l'air de dire que c'est ce que la bourgmestre, c'est ce que la bourgmestre a dit, qu'il y avait une séparation, donc les deux personnes ne siègent plus oui, mais apparemment, ça n'a pas suffi. Mais c'est ça, si elles ne se sentent pas en sécurité, c'est qu'il y a un souci. Et donc, est-ce qu'il faut exclure l'échevin du collège, le collège, et là, je m'exprime sur quelque chose dont je connais que les éléments factuels, c'est-à-dire que le collège, composante politique des filles et écolo, a décidé de ne pas le faire. Maintenant, il y aura un suivi. Moi, eh bien, on suivra ça de près. C'est important d'être attentif. À nos coups de cœur. Pascal veut parler d'un livre. Bah oui, c'est un livre extraordinaire, Guerre de Louis-Ferdinand Céline, toute une saga, on a retrouvé ce manuscrit. Et c'est un livre qui a été écrit par Céline, qu'on a complètement perdu de vue, vu toute une série d'épisodes que je n'ai pas le temps vraiment de raconter ici. Guerre, c'est donc le bouquin écrit après le voyage au bout de la nuit, qui est, comme on le sait, un chef-d'œuvre. Alors, si j'ai choisi ça, c'est parce que, bon, c'est aussi un petit chef-d'œuvre, mais surtout, c'est d'une actualité brûlante, parce qu'on découvre, on l'avait oublié, que la guerre, c'est un crime, que la guerre, c'est l'horreur sur pattes, comme ce qu'on voit en Ukraine et ailleurs. Louis-Ferdinand Céline, Guerre. Sarah, vous voulez parler d'un festival? Oui, c'est le festival Elle Tourne, donc qui valorise les femmes qui travaillent dans le monde de la culture et de l'audiovisuel. Et donc le mois dernier, il y a toute une série de films et de documentaires qui ont été projetés au Cinéma Vendôme à Bruxelles, et elles sont aussi sur la plateforme Festival Scope. Ça dure jusqu'au 5 juin, donc on a encore tout le week-end pour profiter d'une dizaine de films. Oui, d'habitude, on fait la promo du dernier livre de Pascal Vrébos, mais là, on va faire celui du podcast de Sarah El Messaoudi. Ça s'appelle Héritage, sans pluriel, et vous trouverez ça sur toutes les plateformes de podcast. Merci à tous. On se retrouve le week-end prochain pour une autre édition des Experts.